le championnat sera un beau championnat cette année-ci. Ouais. Mais en commençant par ton équipe surtout. J'ai préparé mes popcorn. J'ai mes popcorn. Ouais, on va déguster. On va déguster. Parce qu'on a 7 fois champion de la Guadeloupe, c'est ça? Ouf, 7 fois même. C'est pour compter 10 fois. D'accord. 10 fois champion. Ouais, 10 fois champion de la Guadeloupe. Et encore, je dirais même plus, j'ai arrêté de compter en fait. Il arrive un moment, c'est comme les anniversaires, tu arrêtes de compter. En fait. Donc, mais avec les équipes féminines? Avec les équipes féminines et j'ai remporté la Coupe de la Guadeloupe avec les masculins. D'accord. Ok. Alors, coach de basket? Exactement. Plus précisément pour moi, je sais que je te connais plus à la MJC plutôt que les autres clubs. Et on va discuter, je pense que tu as fait autre chose, autre club, peut-être autre sport. Déjà, je veux dire welcome tout le monde, Miguel Gélas sur le podcast. Merci beaucoup. Merci. Ça va, Miguel? Nous là, tranquillement. Ok. On se connaît, Mick. Oui. On a eu le temps de papoter. On a beaucoup de fois. Bien sûr, on a eu le temps de travailler ensemble, exact. On a eu le temps de faire pas mal de choses ensemble. Donc, oui. Se côtoyer aux États-Unis, Guadeloupe. Déjà, la première question logique, hein, comment tu découvres le basket et pourquoi tu choisis le basket? Ben, très simple, hein. Le basket, il faut savoir que j'étais tout le temps à la maison, mes frères faisaient du sport, j'ai mon petit frère qui faisait du basket à Roger-Las. Et un jour, je me suis dit, ah tiens, il va au sport, ben, j'y vais, je vais faire un tour. Et quand je suis arrivé, ça m'a plu, tout simplement. Je me suis dit, ok, tiens, voilà un sport qui est intéressant, ça doit être intéressant. Okay. Et tout de suite, je me suis pris au jeu et ça a commencé comme ça. Hein. Ensuite, pour parfaire le basket, on avait, chez ma grand-mère, on avait un cocotier qui était un peu comme ça. Et derrière la maison, c'était de la terre, il y avait des pierres. Et donc, j'avais demandé à l'époque à mon oncle de faire un panier. J'avais fait un panier de basket. D'accord. Et j'ai mis ça sur une planche de contreplaqué. J'ai confectionné mon propre panier de basket. Okay. Et derrière la maison de ma grand-mère, on se faisait les souhaits tranquille. Donc j'ai commencé à progresser comme ça. Mais c'est vrai qu'au basket, je n'étais pas très focus attaque. J'étais plus focus défense en fait. Dès le début? Dès le début. Plus Okay. focus défense. Et, en fait, quand on jouait, la plupart du temps, quand il y avait un joueur adverse, bon, je me demandais pourquoi, certainement, mais je me retrouvais à défendre sur les meilleurs joueurs. Donc, vraiment, à faire le sale job, le dirty work. Ouais. Donc, voilà. Et avec Harold, donc, ça a commencé. Ensuite, il y a eu Patrick Onesta, qui est devenu mon entraîneur. Et à l'époque, il y avait des magazines de basket avec les pages vertes. Donc, il donnait les dépliants. Et depuis là, je commençais à prendre des dépliants, à regarder des tactiques, à lire un peu. Je me suis dit, bon, je me suis intéressé au basket, mais m'intéresser au basket autrement. Mais c'était aussi l'époque de Canal 10, où on avait les fameux, les Détroit Pistons, Chicago Bulls et tout. Donc, attends, Canal 10? Ah bien sûr, Canal 10 c'était déjà là à l'époque. Hein. Mais ils retransmettaient les matchs? C'était en cocan. Non. Ah d'accord. C'est pas vrai. C'était en cocan. Mais de quelle génération tu es alors, Miguel? Si tu peux le dire. Génération. Non, il y avait qui quand tu as commencé le basket en club? Ouf. Des noms. Alors des noms aujourd'hui, je pense que dans ma génération, je dois être le seul en activité. Hein. Le seul, mais vraiment le seul. Il n'y en a pas d'autres. Ok. Il n'y en a pas d'autres. Quand je regarde l'aventure Jean Rouland, les Fridou Galtier, qui encore, vous avez, on a les Régis, comment s'appelle Régis encore, qui était à Redoutable, qui est venu au moment lycée. Fabrice Fabrice a été mon joueur, mais bon, Fabrice quand même avait commencé aussi à cette époque-là. Ouais. On a Karimé, donc je vais citer des noms que les gens, ça fera. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'être dans l'équipe 2 à l'époque, et il y avait Ronny Néré qui était en équipe 1, Bruno Baptiste. Ronny Néré de MJC. De MJCA, Bruno Baptiste. À l'époque, il y avait des gars comme Manès, il y avait du monde, donc c'était
les petits phares, c'était la génération des Hippolyte, mais j'étais longtemps plus jeune. D'accord, ok, ok, Donc, ok. j'ai connu tous ces gens-là. J'ai même l'occasion de jouer contre Marcel Begabert. Donc, Qui est qui à la fin de Bergamo? Marcel Begabert, qui était entraîneur, mais aussi joueur du Banello. Donc, Mais oui, mais c'est qui à Monsieur Begabert? c'est son frère. C'est son frère, d'accord, donc, ok. Non, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Donc, voilà. Et depuis là, donc, après, je commençais à jouer et un jour, j'ai décidé, Patrick Honest entraînait des jeunes, et j'ai dit à Patrick, bon, écoute, je vois que tu as énormément de gamins, donc moi, je vais les prendre, ceux que tu mets à côté, donc, que je sais que tu as beaucoup de travail, parce qu'il alternait, il allait d'un côté et de l'autre, et j'ai commencé comme ça, à prendre un petit groupe de jeunes. C'était l'époque de Laurence, pas Laurence Sula. Laurence Sula est arrivé longtemps après, mais c'était Regina, Yann Norcia, Fabrice Etouok. Je ne connais pas ces noms, je suis désolée, tout le monde. Je suis un peu plus jeune, quoi. Et après, il y a eu derrière Michel Morandais. Oui. Voilà, donc. D'accord. Est-ce que tu as joué d'ailleurs? Du coup, tu as joué. Tu étais dans quel club? C'est quoi ton club? Oh, mon club formateur, c'est la lycéa. Ah, ok, carrément. J'ai commencé le basket en 88. Ok. J'ai commencé en 88, donc j'ai fait 88 jusqu'à, allez, disons 97, je jouais déjà moins, jusqu'à 94, je dirais. D'accord. Parce que 94, 95, il me semble que c'est à ce moment-là que je décide de partir, d'aller à la CD, si je ne me trompe pas. Ok. Et à ce moment-là, j'ai rejoint la CD avec Ginette Gott. Donc, je pense 96, 97, et ensuite, et en même temps, le Pôle Espoir avec Jacques Sicofran. Alors, du coup, moi, j'imagine que tu vois clairement une différence entre le basket d'avant et le basket de maintenant. En Guadeloupe, oui. Qu'est-ce qui différencie là, tu trouves? Alors, l'une des premières choses, je dirais, c'est le respect. Le respect, c'est-à-dire que la relation entraîneur-entraîné, il y avait vraiment le respect qui était vraiment installé entre le coach et ses joueurs. Peu importe le coach que tu étais, mais les joueurs te respectaient. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça. Les gens pensent qu'ils manipulent plus le ballon, ils sont plus stylés, sauf que derrière, c'est malheureux de le dire, mais au niveau des fondamentaux, ça pêche énormément. Lorsqu'on parle de fondamentaux, on va parler de fondamentaux individuels, on va parler de fondamentaux collectifs. Ça pêche énormément. On parle de lecture de jeu, maintenant beaucoup de personnes parlent de la lecture de jeu, mais il y a des joueurs qui sont à l'ouest. Donc, ils sont pas les Léo, ils ne sont pas l'étoile de l'ouest, mais ils sont à l'ouest. L'épisode dernier qui est sorti, c'était avec Jordana Boki. Oui. Et on disait que maintenant, l'ère de maintenant, sur les réseaux sociaux, tu peux progresser facilement, tu vois. Tu as de quoi, tu as les ressources pour progresser. Néanmoins, je trouve quand même effectivement qu'en Guadeloupe, on est toujours en retard sur juste la question des fondamentaux. Ouais. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'on a une culture sport, on a une culture basket finalement. Parce que, en fait, il y avait une culture auparavant, c'est-à-dire que les joueurs se formaient déjà d'eux-mêmes, l'une des premières choses. Avant d'avoir le coach qui lui apprenait ce qu'il faut faire, la plupart des joueurs bossaient. C'est-à-dire que quand je parlais de l'époque de Canal 10 qui retransmettait les matchs, qu'est-ce qu'on faisait? On voyait que, par exemple, Jordan a sorti un move. On va le répéter 50 000 fois pour ressembler à Jordan, pour avoir le même move que lui. Mais, et quand tu sais qu'en face, tous les jours, tu vas rencontrer plusieurs personnes qui ont travaillé ce move, donc c'était plus dur. Ouais. Aujourd'hui, on va se retrouver avec... on a plus de moyens, on a plus de diffusion. Aujourd'hui, LeBron James a des signatures. Steph Curry a des signatures. Ouais. Combien de joueurs qui ont la signature de shoot de Steph Curry et qui se disent que je dois travailler comme Steph Curry? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, l'éthique de travail, elle est autre. C'est pas pareil. Les gens aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'ils ont envie de se montrer, être dans une équipe
de montrer que je joue dans l'équipe. Bon, voilà, mes copines sont venues me voir. Bon, la presse est là, il y a Canal 10 qui me transmet les matchs maintenant. Je vais me montrer, donc je vais me faire un nom, on va parler de moi, mais après, derrière le basket, laisse tomber, quoi. Là, on parle basket Guadeloupe. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. À quel moment, effectivement, tu vois que tu veux coacher? Tu me dis que tu as MJC et qu'il y a un groupe de jeunes que tu peux encadrer, mais comment cette envie te donne de dire j'ai envie de leur proposer comment on joue au basket? Ben, je pense que j'ai toujours été un leader. Quand je suis arrivé, quand j'étais à la maternelle, je pense que je menais déjà je menais déjà. En primaire, je me rappelle, il y a mon père, il était directeur d'école et je ne vais jamais oublier ce qu'un jour il a dit, bon, carnaval, il n'y aura pas de carnaval de son établissement. Mais moi, je me suis dit, ok, j'avais déjà vu avec les enseignants, j'ai vu les classes et j'ai dit, ben d'accord, comme tu as dit que le carnaval ne se fera pas, mais nous, on va te faire le carnaval, on va tout organiser. Et quand j'avais fait ça, il a secoué la tête, il a dit, ouais, c'est vraiment Tim la papa. Donc voilà. Et arrivé au collège, j'ai tout été délégué depuis le 6e jusqu'à 3e, en passant par le lycée. Donc j'ai toujours mené. Donc pour moi, c'était un peu tout à fait logique de voir qu'un entraîneur montre des choses. Je m'intéressais beaucoup aux fondamentaux et je voyais qu'il y avait des joueurs qui ne pouvaient pas faire des choses par leur hockey, mais il n'y avait pas aussi énormément d'encadrants. Donc je me suis carrément dit, ok, d'accord, je vais travailler avec ce groupe-là. Mais c'était juste pour le fun. Hein. Et l'année d'après, Patrick Onesta m'a dit, bon d'accord, je vais te donner un groupe. Mais à l'époque, c'était un groupe, bon, on peut dire, c'est des débutants, ouais, c'était un petit niveau. Mais ce ouais. groupe-là, le petit niveau est devenu l'équipe de référence de la MJC en cadet. C'était aujourd'hui, qui ne se réveillait pas le matin pour venir voir les cadets de l'MJCA, mais c'était quand les cadets de l'MJCA jouaient, c'était le gymnase était rempli, c'était des pleurs quand l'équipe perdait, mais à la mi-temps on aurait pu être mené de 20 points, mais quand on rentre au vestiaire, nul ne sait qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, mais quand les joueurs reviennent, ils étaient comme des fauves sur le terrain. Et ça aujourd'hui on n'a pas ça. Donc en plus que tu leads, tu sais l'idée, tu as envie de coacher, tu arrives à les mobiliser pour être performant. Et aussi, pour la petite anecdote, c'est j'entraînais et en même temps, il y avait l'équipe. Alors, j'avais mon coach Éclapos, qui était coach de l'équipe 2. D'accord. Et aussi, il y a Fabrice Trop à l'époque où je jouais, qui m'a lancé une petite phrase, et je pense que ça a été le déclencheur de tout, hein, et qui m'a dit, Miguel, tu sais, je te regarde jouer, mais quand tu joues sur le terrain, tu ne joues pas comme un joueur, en fait. Tu es un coach sur le terrain. Parce que moi, c'était mettre les choses en place, mettre les gens en position. L'histoire de marquer des paniers, ça ne m'intéressait pas, mais c'était de faire briller mes teammates, en fait. Et depuis ce jour, je me suis dit, mais il a parfaitement raison, parce que je ne prends pas du plaisir à jouer, je prends plaisir à faire jouer les autres. D'accord. Et depuis là, je me suis dit, ok, d'accord, bon, allez, on passe la barrière carrément, et j'ai arrêté de jouer aussi. Voilà. Quand il y avait les matchs de Detroit Pistons, de New York à la télé, j'avais des cahiers de basket. Ah ouais? J'étais capable de décortiquer le système de l'équipe. Depuis à cette époque-là, je décortiquais le système des équipes. Ok, et Piston, et quel coach alors tu regardais? Tu connais leur nom? À l'époque, il y avait Don Nelson, il était là. Chuck Daly était là à l'époque aussi. À Chicago. Phil Jackson alors? Non, Phil Jackson est arrivé après. Okay. Non. J'oublie, mais bon, voilà quoi. Donc, d'accord. C'était cela. Le basket américain t'a toujours intéressé alors? Toujours, mais c'est à cette époque-là qui n'était pas intéressé par le basket américain. Parce que c'est ce qu'on avait. Hein. On n'avait pas beaucoup de chaînes. C'était à l'époque RFO. Et derrière, c'était essayer d'avoir une antenne sur sa maison pour avoir capté Montserrat, pour regarder du basket et Canal 10 de façon. Il y avait Canal 10, il y avait à l'époque Éclair et Télévision est arrivé après, il y avait
ATV, il me semble non ATV devenu, mais c'était l'ancienne ATV. Oui. Et on cherchait à regarder des matchs. On piratait un peu les antennes pour retrouver des matchs de basket. Ok. Parce qu'on avait l'envie et qui ne connaissait pas les magnétoscopes, en fait, c'était enregistrer son match pour faire le replay. Et c'était action, replay, pour prendre le geste bien et pour reproduire le geste. Tu sais à quoi ça me fait penser là? Ça me fait penser à un Admiralty qui, je sais plus, il a dit ça sur un podcast où ça mixe qui revient avec des mixtapes de la Jamaïque et qui faut écouter, tu vois. C'est cette liaison entre comment on peut faire arriver ce qui est là-bas, ici. Tu me racontes ça dans le basket, je ne savais pas ça. Ouais, mais en fait, c'est fou. À l'époque, quand j'avais l'équipe de Fabrice, Laurent Sula, Michel Morandais, je vois beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. On les faisait déjà. Mais Michel Morandais, il peut en témoigner, Fabrice et toi, ils peuvent en témoigner. Des histoires que quand j'entends aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas faire des jeunes qui ont 18 ans, qui vont aspirer à une équipe senior, ils ne savent pas faire une défense de zone. Les joueurs savaient faire, quelles que soient les défenses de marron, mais des défenses mixtes, des défenses combinées, des défenses avancées, mais ils savaient tout faire. Et des systèmes, ils savaient jouer au basket. Donc, c'est pas pour rien que quand on regarde dans cette génération, tous les joueurs qui sont dans la génération Michel Morandais, il y a beaucoup d'entre eux, ils sont devenus des sportifs de haut niveau. Quand on regarde Michael Pietrus, c'était d'une génération plus jeune, mais à l'époque où Michel Morandais jouait, il y avait Leslie Begabert, il y avait Michael Pietrus qui était plus jeune, qui avait qui encore il y en avait d'autres, hein, il y en avait d'autres. Donc, mais c'est pour te dire que si c'était pour faire sortir ces gamins, on n'avait pas autant d'opportunités qu'il y a aujourd'hui, mais je pense que c'est pas un joueur NBA qu'on aurait eu, on aurait eu plus d'une vingtaine, parce qu'on avait des joueurs très talentueux, mais vraiment très talentueux. Michel Morandais, il avait un bon niveau, Leslie avait un très bon niveau, Michael Pietrus avait un très bon niveau, mais au-delà, il y avait des joueurs qui étaient 4 fois plus forts qu'eux. Ah bon? Ah ouais, 4 fois plus forts qu'eux. Ok. Et ça c'est... On ne le souligne pas assez dans le basket en Guadeloupe. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi eux alors? Ils sont où? Parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité. Ah ok, d'accord. Ils n'avaient pas d'opportunité. C'était pas donné à tout le monde de pouvoir partir. Hein. Oui. Ah, c'était compliqué de partir. D'accord. Alors ensuite, c'est quoi ton chemin de formation? Parce que pour être un coach, il faut se former. Est-ce que tu es parti à cette époque-là, toujours à peu près en France ou ailleurs, avant les États-Unis, je parle, mais parce que c'est bien après finalement ça, je pense. Mais ton parcours de formation pour être coach? Alors, parcours de formation, c'est déjà la première des choses, c'était par le biais des magazines de basket, comme je te le disais, avec Patrick Conesta qui me donnait beaucoup de magazines de la Fédération française qui arrivaient avec les pages vertes, il y avait des pages jaunes aussi dedans. Je lisais énormément, j'avais des anciens bouquets de basket, mais c'est aussi le déclic a été quand j'ai passé tous mes diplômes. Quel que soit l'époque, il fallait passer le diplôme d'initiateur, d'animateur, entraîneur filière jeune, entraîneur région, et ensuite à l'Ubo Vita. Aujourd'hui, on passe au BPGEPS et on passe toutes les étapes en une année. Alors qu'auparavant, il fallait faire initiateur, rester au sein d'un club pendant une année, ensuite l'autre année, si tu n'avais pas fait cette année-là, c'est l'autre année que tu allais passer. Aujourd'hui, ça veut dire que pour arriver à Bovilita, il fallait prendre 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, on a des entraîneurs, ils n'ont même pas fait ce parcours-là, ils sont entraîneurs. Donc, je n'ai rien à dire. Peut-être les gens diront que moi, mais on ne peut pas aujourd'hui ne pas savoir manager des petits et vouloir manager des grands. Parce que chez les grands, parfois, il faut savoir que l'être humain fonctionne avec des états du mois. Parfois, ils ont l'état du mois enfant, ils ont l'état du mois parent, ils ont l'état du mois adulte. Mais des seniors, ce sont de grands enfants. Hein. Donc, quelque part, il faut avoir l'art et la manière de pouvoir gérer tout ce beau monde. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai passé mon brevet d'État.
au niveau de la MJCA. Donc, on m'a donné à coacher l'équipe senior de la MJCA. J'avais quoi? J'avais 18 ans. Ah ouais. Je coach des gars qui ont 30 ans. Jocelyn Marbeuf, Patrick Créantor, Bruno Baptiste, des gars comme Pascal Garin, des gars qui auraient pu être, disons, des grands frères, quoi. Ouais. Et je les coach, je suis le plus jeune et alors, comment ils reçoivent ça? Ben, c'était bien, sincèrement, c'était avec respect. Comme je te dis, c'était avec le respect. Et sincèrement, je pouvais leur dire ce que je voulais et les gars écoutaient, quoi. Il n'y avait pas de personnes qui bronchaient. Non, je les salue. Et on a connu, je pense qu'on a dû avoir une victoire. Et je me suis dit, bon, allez, Miguel, t'es pas encore prêt pour ça. Donc, il faut aller travailler autre part. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, si je veux réussir, il faut que je parte. Et je regardais énormément le New Star, les duels entre New Star et ACD. Oui. À l'époque, il y avait Jean-Michel Nadir qui était au New Star. Jean-Michel Nadir. J'avais les frères Champard qui étaient, Denis Lucas qui était à la CD, Ari Hernandez qui est actuellement l'entraîneur de JB, tout ce beau monde. Et j'ai rejoint Ginette et j'ai été bossé à la CD pour savoir comment gérer une équipe senior, comment travailler, comment se parfaire. Mais dans mon parcours de Beauvais-d'État, j'ai eu des entraîneurs comme Jacques Sicofran, Ben Gabert. J'allais tout le temps travailler avec Roger Tomiris. Il y avait qui encore donc il y a eu Ginette Cotte, il y avait bon, il y a des noms que j'ai. Désolé pour ceux que j'oublie. Il y avait un entraîneur, Bourgendre, M. Bourgendre, qui est un gars qui a fait les beaux jours du Sinoir. Il y avait aussi un coach de Sainte-Anne, comment il s'appelle mais il va se reconnaître. Donc, en fait, on avait des têtes pensantes en Guadeloupe. On avait des têtes pensantes et moi, je me suis dit, il faut que je puisse prendre de tout ce beau monde, surtout celui qui m'a apporté énormément, qui m'a fait travailler, pousser vraiment au niveau de la défense, c'est Georges Begabert, parce que Georges, c'était, s'il te demande de faire un A, il ne faut pas faire un B. Il te gueule dessus, mais tu rentres dans la terre. Donc, et quand j'ai commencé à travailler avec Ginette Cotte, je travaillais en même temps chez les seniors, ensuite chez les cadets. Et Ginette avait l'habitude de faire des rencontres avec les entraîneurs pour dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et lors d'une réunion, une fois, Ginette passe près de tout le monde et dit à tout le monde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et arrivé près de moi, je vois qu'elle passe et elle ne me dit rien. Je lui dis, mais Ginette, tu m'as rien dit. Elle me dit, mais Miguel, c'est un habitat, t'es dur, hein. Donc de là, je me suis dit, ok, d'accord. Et en même temps, je me suis dit, bon, tiens, il y avait le pôle espoir. Je suis parti, Jacques Sicofran avait besoin d'un assistant. J'ai été travailler avec Jacques. J'ai énormément appris à côté de Jacques, de 97 jusqu'à avant 2007. Et ensuite, aux côtés de Patrick Cam, de 2007 à 2011. D'accord. Voilà. Ok. En même temps, il y avait, quand on a passé notre Beauvais-d'État, il y avait Laurent Bastien, Freddy de la Riberdière qui était à l'idéo. On ne restait pas en Guadeloupe, en fait. À chaque vacances, on partait, on était l'INSEP, c'était notre deuxième maison, en fait. On était tout le temps à l'INSEP. Il y avait des entraîneurs comme Michel Rat, il y a de grands entraîneurs français, on était tout le temps dans les colloques, peu importe Montpellier, partout en France. Pour continuer à se former. On s'organisait pour partir, pour aller se former, on n'attendait pas sur la ligue pour faire des formations pour nous, on partait, on allait se former. Moi, j'ai toujours connu, en une année, on avait au moins 4 voyages. Ah ouais. 4 fois. Pour un coach guadeloupéen. Pour un coach guadeloupéen, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais ça a été le parcours de Laurent Bastien, de Freddy de la Riberdière en partant en formation. Donc, ok, voilà. D'accord.
Plein de questions surgissent, mais je vais essayer d'être concise et précise. Est-ce que le niveau de coaching a baissé? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que oui. Je dirais que oui parce que le coaching, ce n'est pas simplement prendre une équipe et venir faire un entraînement et faire son match du week-end. C'est plusieurs petites choses autour. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'analyses à avoir. Par exemple, quelque chose que je fais quand je termine un match, il n'est jamais terminé en fait. Pendant que les autres dorment, ben, moi je continue à travailler. Donc ce match-là, je le revois environ 3-4 fois. Je dois le disséquer, je dois regarder ce qu'on a fait qui était bon. Parfois, il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais ton équipe a gagné. C'est pas parce que mon équipe gagne de 100 points que j'ai fait un très bon match. On a peut-être gagné de 100 points, mais on a raté pas mal de choses. Donc il faut que je puisse analyser. Est-ce que on était bon? Oui. Ou est-ce que c'est l'autre qui était pas bon? Peut-être qu'on a profité des erreurs des autres. Et c'est peut-être lié à la formation. On a un coaching qui est lié à la formation des entraîneurs. Peut-être qu'on a moins d'entraîneurs qui partent se former, on a moins d'entraîneurs qui travaillent. Après, le basket aujourd'hui ne donne pas à manger, donc forcément, c'est pas la volonté de tout le monde. Il y a des passionnés, il y a des gens qui ont le temps, il y a d'autres qui n'ont pas le temps, mais c'est vrai que... Et après, on a connu à un certain moment un niveau de championnat qui battait de l'aile. Donc, est-ce que ça créait une émulation pour que les gens puissent se former? Peut-être non. D'accord. Donc, mais je pense que c'est en train de repartir. C'est en train de repartir dans le bon sens parce qu'on commence à avoir dans les petites catégories de bons entraîneurs qui descendent dans les petites catégories et qui arrivent à avoir un nivellement. Donc, tu parles de jeunes personnes? Oui, de jeunes personnes. Ouais, on a quelques entraîneurs aujourd'hui qui, je pense qu'ils ont le potentiel. Après, est-ce qu'ils savent qu'ils ont le potentiel? Après, il ne suffit pas d'être bon quand on est jeune entraîneur. Il ne faut pas que ça puisse monter à la tête. Oui, comme un joueur aussi, tu me dis. Voilà, c'est comme un joueur. Parce qu'on peut vite passer à la trappe. Donc, il faut continuer à se former, ne pas hésiter à aller voir d'autres coachs, de leur demander comment tu fais pour réussir, parce que, en fait, quand on est aux États-Unis, on a des colloques et des rencontres avec des entraîneurs. On vient demander aux entraîneurs, mais qu'est-ce qui fait que tu réussis? Ici en Guadeloupe, il y a des entraîneurs qui réussissent. Jamais on fait un colloque avec ces entraîneurs. Non, on ne s'occupe pas d'eux en fait. Mais je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a, peut-être que c'est la Ligue de basket qui s'occupe de ça, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un cercle d'entraîneurs en Guadeloupe, de basketteurs qui discutent ensemble? Ça n'existe pas. On aurait dû déjà avoir l'amicale des entraîneurs, on aurait dû déjà avoir des regroupements d'entraîneurs, mais ça... Voilà. Déjà, la première des choses, tu as qu'à voir qu'un coach ici en Guadeloupe, quand on gagne, surtout au playoff, le coach n'est même pas valorisé, hein. Ce sont les joueurs qui sont en avant, le coach est à côté. Donc, il y a des choses à faire en fait pour mettre en avant chaque maillon de la chaîne au niveau de notre basket, de façon pour créer une émulation, parce que faut pas oublier, sans entraîneur, il n'y a pas d'équipe. Donc, et d'autant plus qu'on peut parler de capitaine, mais bon, si on n'a pas, aujourd'hui avec le règlement qui a changé, donc, moi, je pense... capitaine et entraîneur. C'est ça, mais et moi je pense que c'est bien que tu dis ça, moi je pense que le vrai capitaine dans une équipe, c'est l'entraîneur. Voilà, le patron. Le vrai meneur, c'est l'entraîneur, normalement. En fait, quand tu regardes le début de match, j'ai presque envie de dire, environ c'est 3 cartons pour les joueurs, 1 carton pour le coach. Le dernier carton, c'est généralement le carton du coach, en fait. C'est ça. Donc, that's true. Donc, il faut que les gens se mettent ça en tête. Ok, Miguel. Petite parenthèse, tu as été arbitre aussi, non? J'ai été arbitre. Je suis toujours arbitre. Tu es toujours arbitre, oui. Coach avant arbitre, quand même. Voilà. D'accord. Bon, on ferme la parenthèse, du coup. On va rentrer dans l'actualité, le vif du sujet. Tu as changé, tu as transféré, on va dire, dans les termes exacts, de club. Tu es maintenant au GGB. Oui. Tu es parti de la MJC. Première question. Miguel, la raison pour laquelle tu pars de la MJC. Pourquoi tu pars cette année à GGB et tu quittes la MJC?
Alors, il faut savoir que quand je suis... alors, on va partir de la genèse, hein. J'étais au BMBC. Et quand je quitte BMBC, donc je quitte BMBC pour coacher les garçons. Parce que j'avais déjà dit que c'était ma dernière saison pour coacher les filles et je vais coacher les garçons. Je suis arrivé à la MJCA, bon, pensant qu'il y avait une équipe de garçons, donc tous les joueurs s'étaient déjà volatilisés. Donc, donc ils étaient à droite à gauche, donc voilà quoi. Donc, arrivé, je me dis, bon, on me propose d'être le directeur technique du club, chose que j'accepte. Et ensuite, il y a Ronnie Neri qui était à la tête de l'équipe. Et quand Ronnie se retrouve à la tête de l'équipe, on joue le premier match contre BMBC. Je me retrouve à coacher l'équipe alors que je n'étais pas prêt pour cela, je n'étais pas venu pour cela. Et au mois de janvier, donc... alors attends, tu parles de l'équipe de l'an dernier. Non mais... Féminine. Féminine, du coup, voilà. oui. Donc, tu es venu coacher les garçons, il n'y a pas de garçons, donc tu vas chez les... Non, je ne vais pas, donc je donne un coup de main. Tu donnes un coup de main. Tu es sur le côté parce que tu es dans le club et que voilà. tu... Ok. De coup de main, je me retrouve en étant coach principal. Voilà. Donc, après, tu connais déjà comment je suis. Hein. Je suis un gagnant, donc j'essaie de faire monter le niveau, j'essaie d'apporter mon expérience. La mayonnaise, ça prend tout de suite et on connaît le parcours qu'on a. Hein. Donc, on arrive au play-off. On a rencontré l'équipe du BMBC où ça a été un peu compliqué en championnat, mais arrivé depuis les playoffs, on était déjà en mode playoff. Et bon, dommage qu'on n'a pas, que la Ligue n'a pas su avoir les arbitres pour officier le match. On a eu seulement un arbitre pour les 3 matchs. Et c'est parce qu'elle a voulu... Attends, un arbitre pendant le match, sur les 3 matchs? Un arbitre pendant le match, sur les 3 matchs. C'est parce qu'elle a bien voulu officier. Donc, alors que ça n'a pas été le cas pour les garçons. Donc, il y a un moment aussi qu'il faut qu'au niveau de la Ligue, qu'on respecte les filles. Il faut respecter les gens. Et je pense que si on avait respecté les filles, peut-être le championnat aurait été différent. L'issue des playoffs, ça aurait été différent. D'accord. Parce qu'on s'était préparé pour. On avait des choses qui étaient préparées pour cela. D'accord. Et ensuite, à la fin de saison, c'est vrai que je termine, je fais le bilan avec les filles. Donc je me dis, ah, ok, bon, c'est bien, je suis là, tranquille. Et je rencontre le président du JJB qui me fait la proposition. Déjà, c'était la plupart des joueurs qui sont au JJB, ce sont des anciens joueurs. Ils me font la proposition de venir au JJB pour les rejoindre. Donc je me dis, ok, d'accord, le projet il est intéressant, mais ce n'était pas gagné. Je me dis, pour messieurs JGB, aller vous disiez tout le temps, j'étais bien aux abîmes, tranquille. Et on discute avec le président, on a plusieurs rencontres et je leur dis, je dis au président, bon d'accord, ok, je peux entraîner le JGB, mais à condition que je reste à la MJC pour donner un coup de main aux filles. Et je commence à mettre en place un staff technique avec du monde, donc j'essaie de préparer quelque chose pour les filles. Sauf que les dirigeants n'ont pas vu comme ça. Les dirigeants m'ont dit que c'était pas éthique que je sois au GGB, que j'entraîne des filles à la MJCA. Donc voilà, il fallait faire un choix. D'accord. Tu as fait ton choix? J'ai fait mon choix. Ok. Et quand je fais un choix, je l'assume. Mais du coup, Miguel, moi tu vois Stéphanie Canval. Coucou. Qui me dit que quand la saison a commencé la saison dernière, elles étaient vraiment pas top du tout, entre guillemets, et que tu as réussi au fur et à mesure à élever l'équipe. Je voulais te dire ça, je veux absolument dire ça, parce qu'effectivement, tu as dû apporter ton savoir coaching pour propulser l'équipe en haut. Et ça te donne pas l'envie de continuer après? Oui, ça donne l'envie, Après, c'était le but. Après, je pense qu'on doit avoir une certaine ouverture d'esprit, arriver à un certain moment et arrêter les guéguerres entre c'est mon club, je suis contre ce club-là et tout, parce que c'est pas éthique à certains moments quand on parle de JJB, BMBC et tout, on est dans des guéguerres. Mais quand on a un camp,
on accueille bien les joueurs du GGB, du BMBC, donc c'est éthique pour l'argent. Ouais. C'est éthique aussi, quand on a des voyages, on va chercher des joueurs de l'extérieur, des autres équipes pour renforcer notre équipe. Ouais. Donc c'est éthique. Donc il faut que les gens arrivent à ouvrir leur état d'esprit. Et parce qu'on connaît comment ça se passe à l'extérieur. Hein. On échange les vidéos, on s'échange les entraînements, on s'échange des choses. On a cette ouverture d'esprit et ça manque. Et ça manque en Guadeloupe. J'aurais bien pu être peut-être aujourd'hui à l'MJCA, apporter mon expérience, à corriger peut-être pas au sein de l'équipe senior, mais être peut-être au niveau de l'école de basket, travailler, apporter ma pierre à l'édifice. Donc, surtout que finalement, la MJCA, c'est ton club. Est-ce que tu le vois comme ça aussi, ce sens of non, mais ça a toujours été mon club. C'est où que j'ai grandi, c'est où que j'ai été formé, donc ça restera toujours mon club. Après, tu sais, ça peut être ton club, mais la mentalité aussi peut changer, les gens voient les choses autrement, donc voilà. Après, chaque tête, chaque esprit, hein. Mais bon, c'est pas pour autant que je suis fâché avec les gens de la MJCA. Ce transfert a fait beaucoup de bruit, hein. Ah ouais. Enfin, a fait beaucoup de bruit, c'est bon, tout le monde a commencé sa saison maintenant, tu fais ça. Mais du coup, Miguel, tu voulais pas me coacher? Tu voulais pas me coacher, Miguel? Mais c'était, attends, mais quand j'ai su que tu rentrais, j'avais déjà préparé des choses pour toi. C'était l'envie, j'avais déjà décidé on allait mettre des choses en place, d'autant plus que j'avais aussi pensé à recruter des joueuses autour de toi et autour de Steph. Steph que je salue, sincèrement, c'est voilà une joueuse qui, à certains moments, pas assez valorisée. Et je trouve qu'on a des joueurs et des joueuses dans le championnat pas assez valorisés et on passe à côté. Je prends l'exemple comme une fille comme Stéphanie, il y a Stéphanie Canval, tu as Erika Ledoux, tu as qui encore Nathalie Vacon, Stéphanie Eugène, tu as Julie Pellissier, tu as beaucoup de joueuses qui sont déjà passées, qui sont là et qu'on ne valorise pas. Et ça, je pense que ça, c'est un travail de ligue. C'est un travail de ligue à connaître ses licenciés. Parce que c'est comme si tu me dis que tu as un magasin, tu as des clients qui viennent tout le temps, et tu ne fidélises pas tes clients. Arrive un moment, ils vont partir. Hein. Oui. Donc, si tu fidélises tes clients, ils auront plus envie d'emmener leurs enfants au basket et compagnie, tout cela. Donc, il y a quelque chose à faire autour de cela pour qu'on puisse valoriser ces gens-là. Et que, quel que soit chez les filles, chez les garçons, il y a des gens, je n'ai jamais entendu parler en Guadeloupe qu'on va mettre en avant un joueur comme Eddie Bonit, Rémi Forbin à l'époque. On a des anciens qui sont toujours en activité, qui jouent, qui font le reçu le dimanche. On n'en parle pas, ouais. Et si on continue sur le basket féminin, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Pourquoi tu as passé autant de temps à coacher une équipe féminine avec qui tu as gagné beaucoup de titres? MJC à l'époque, avec Séverine. Est-ce qu'il y avait Erika aussi dans ton équipe? Erika Salma. Voilà. Sans les sœurs Asrubal. Donc il y a eu du monde. Oui. Moi j'ai envie de savoir, Miguel, parce qu'on te connaît beaucoup avec les féminines de la MJCA, mais le basket féminin. Alors, le basket féminin, ça a toujours été la MJCA, mais par contre, en sélection, ça a toujours été les garçons. Ah, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Avec Jacques Sicofran, il ne faut pas oublier qu'on a été vice-champion de France de Ligue, avec la génération Nicolas Racon, Ludwig Mels, Galette Ronald. On a fait un tournoi en Guadeloupe en invitant 2 sélections métropolitaine et c'était un tournoi après Noir et c'était la première fois qu'une équipe de Guadeloupe les passait en savon. On a été pour les championnats de France, on se retrouve, on arrive dans une poule de 8 et dans la poule de 8 on arrive le matin,
On joue nos premiers matchs et on se fait taper par toutes les équipes. Et je ne vais jamais oublier, les gens nous regardaient comme si, voilà, les petits blacks là, ils sont de la Guadeloupe et tout, ça va et tout. Ouais. Et après, le lendemain, on commence, alors c'était le premier rencontre le 8e. D'accord. Et quand le premier rencontre le 8e, eh ben, on tape le premier. Sérieux. On tape le premier, mais sévèrement, on y sort. Ensuite, on rencontre la deuxième équipe. Ouais. Donc, pour tout le monde, c'était, ah non, mais c'est... Bon, voilà, c'est... Ouais, une fois pas deux. Une fois pas deux. On sort la deuxième. Et la troisième équipe, on les tape. Et on se retrouve à jouer contre l'Alsace avec Yannick Bokolo. C'était pas l'Alsace, mais c'était Yannick Bokolo contre la Guadeloupe. Mais c'était aussi les arbitres contre la Guadeloupe. Ah ouais. Et tellement qu'on perd ce match-là de 5 points, on perd sélection de Guadeloupe contre l'Alsace, on perd de 5 points. Et c'est la première fois que j'ai ressenti désolé, je ne suis pas raciste, mais c'est le racisme en fait. Parce que c'était limite que 12 Blacks ne pouvaient pas gagner un championnat de France sortant des Antilles. C'était impossible. Et les arbitres ont sifflé des choses vraiment grotesques. C'était un joueur, c'est comme si un joueur va au panier et il fait une faute sur lui-même. Donc, le public de l'Alsace, tellement que c'était tiré par les cheveux ce que les arbitres sifflaient, un moment, ils ont plus scandé Alsace en fait, ils scandaient Guadeloupe. Et c'était fort, c'était touchant de voir que le public alsacien scandait Guadeloupe. Et c'était... en fait, l'Alsace avait gagné, mais les honneurs, c'était pour nous en fait. D'accord. Donc, c'est ça. Et depuis ce parcours, je ne pense pas que depuis cette génération, qu'il y ait une équipe de la Guadeloupe qui a déjà réalisé ça. Ah, je pense pas non plus. Donc, je savais même pas ça. Il y a des choses à savoir. C'est donc, fort, tu vois. Hein. Oui, merci d'avoir aidé. On est là pour ça. Ce sera diffusé. On est là pour ça. Alors. Après, il ne faut pas oublier, peut-être qu'il y a quelque chose une anecdote que je vais te donner. L'équipe de la MJCA a été et l'équipe aussi qui a marqué dans un match de basket en mini 207 points. Waouh. Face à l'USR. Wow. 207 points. Ah ouais. Et c'était pas en ne jouant pas au basket. Hein. C'est pour te dire que cette génération que j'avais, l'équipe de l'USR met 51 points, mais nous on marque 207 points. J'ai la feuille de match toujours. 57 il marque? Il marque 51 points. 51. 207 à 51. Waouh. Ah ouais. Donc, ok. Non, on a réalisé de belles choses, donc je suis satisfait de mes joueurs. Et pour revenir ensuite, donc voilà, on parlait de la scission, donc après, donc j'ai décidé d'aller au GGB et je continue à travailler avec, j'ai de bonnes relations avec Séverine, avec Edmond, on se parle. Tiens. En fait, c'est-à-dire que depuis que je suis sorti des États-Unis, j'ai toujours travaillé avec toutes les équipes qui me demandaient de venir travailler avec eux. D'accord. Et c'est pour ça que depuis quand je suis revenu, j'ai pris une licence Ligue. C'est pour ne pas avoir d'appartenance de club et que je sois capable d'avoir une certaine liberté, de pouvoir travailler avec tout le monde. Bien vu ça. Donc, parce que tu as l'impression quand tu as une licence dans un club, le club te dit ah ouais, ou un club à moi et tout. Aujourd'hui, si quelqu'un veut me dire que je lui appartiens, ben moi, je pars. Moi, je m'appartiens. Okay. Donc voilà quoi. Au niveau de basket, sincèrement, tu peux pas avoir d'appartenance. Tu peux travailler avec du monde, tu peux vraiment, mais il faut, quand tu es un coach guadeloupéen avec ce potentiel, je pense que l'idéal c'est de faire bénéficier le plus grand nombre. Oui. Surtout quand on a une expérience de l'extérieur, donc il faut partager avec les autres. Alors cette expérience-là, on va en parler, Miguel, clair et net, t'inquiète pas pour ça. Mais j'ai envie de parler du GGB, du coup tu intègres une nouvelle équipe. Quels sont les objectifs de la saison et quel challenge tu vas chercher en fait là-bas au GGB avec cette équipe? Je rappelle que tu as une super bonne équipe aussi, hein. Je lis ça, tu as Coach H, Harold, Monsieur Megabert, je sais plus son nom, Leslie Megabert, tu as Nico, Alexandre Montpierre, ta Boisdure. Tu as une équipe, j'ai envie de savoir c'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif, c'est
Le JGB, c'est une équipe qui a déjà raté le titre, ça fait déjà 2-3 ans. L'objectif affiché, c'est vrai que de toutes les façons, quand tu es dans un championnat, tu ne dis pas que tu vas terminer deuxième. Hein. Il faut gagner. L'objectif, c'est de gagner, c'est bien d'être sûr. champion. Après, on ne peut pas se dire qu'on va être champion si on ne travaille pas, si on ne fait pas les sacrifices. Et on ne peut pas se targuer à se dire tout simplement on attend le lundi, le mercredi ou le vendredi ou bien le jeudi, les 4 entraînements, voire 5 entraînements qu'ils peuvent avoir. Et se dire qu'on attend que le coach me fasse travailler pour que je sois performant. Arriver à ce niveau-là, il faut qu'il y ait, on parlait des types de travail, il faut que chaque joueur puisse faire la part des choses et faire son travail personnel. Parce qu'on a un championnat cette année-ci qui est quand même assez relevé. Quand on regarde l'idéo s'est renforcé. AOG s'est renforcé. AOG en plus attend des renforts. AOG, on a joué à AOG avec une très belle équipe. C'était un très bon match, même s'il y a eu pas mal de déchets, mais aussi au niveau du JGB, j'apporte une certaine philosophie. Et il faut que tout le monde arrive à comprendre cette philosophie et dès lors que tout le monde se dira on se met au service du collectif et pas au service de son intérêt particulier, ben, les choses iront d'elles-mêmes. D'accord. Tu n'as pas dit l'objectif. Ah oui, gagner. Oui, gagner, bien sûr. D'accord. Après, ça ne serait pas aller au JJB pour être second et troisième.